Bonsoir à tous et à tous et ravi de vous retrouver sur la DTV. Le débat de la rédaction est consacré ce soir aux dérives sur la toile. Le prétexte, c'est les faits qui ont été constatés ces derniers jours, on va dire sur la toile, également sur certains réseaux sociaux. Nous avons avec nous sur ce plateau des professionnels des médias qui vont revenir avec nous sur la part de responsabilité des acteurs de la presse en ligne. Avec nous sur ce plateau, M. Adama Sow, journaliste que l'on ne présente plus. Bonsoir, M. Sow. Bonsoir, Aram. Juste en face de vous, nous avons M. Sékou Fall, directeur des systèmes de l'information et de contrôle de la CDP. C'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Bonsoir. Alors, bonsoir, Aram. Et enfin, M. Massamba Mbaye du CORED. Bonsoir, M. Mbaye. Bonsoir. Juste préciser aux téléspectateurs que nous devions avoir un membre de l'APEL, l'association des professionnels et éditeurs de la presse en ligne au Sénégal, M. Bamba Touré, qui devait être là, mais finalement, qu'on n'a pas sur ce plateau, mais quand même, je le disais tantôt, au Sénégal, les gens n'ont plus presque de vie privée parce que tous les jours, on remarque des faits qui sont étalés sur la toile, ce qui fait que certains se plaignent de ces cas qui ont été recensés ces derniers jours, malgré le fait qu'il y a pourtant une loi qui interdit la divulgation des données personnelles. Ibrahim Fall a tendu son micro à quelques citoyens. Regardez. Plus de secrets au Sénégal. Les données personnelles sont aujourd'hui partagées dans les réseaux sociaux. WhatsApp, Viber ou encore Facebook. Une situation qui n'enchante guère ces Sénégalais. Quand on est dans la rue et qu'on échange avec nos amis, on ne partage pas toutes les informations qui sont relatives à notre vie privée. Donc il faut veiller réellement à ce que ces informations, à ce que ces données personnelles qui portent sur notre vie privée, sur notre intimité, ne soient pas publiées sur la place publique. Quand quelqu'un te confie un secret, c'est parce que c'est un secret qu'il te l'a confié. S'il voulait le divulguer aux gens, il irait directement voir les médias ou bien aller directement voir les radios et en parler. Mais c'est juste pour atténuer sa peine qu'il en parle avec un ami. Pour cette étudiante, le sens de la responsabilité doit primer sur toutes les situations, en commençant par l'acteur principal. Partager les informations des autres ne nous dérange pas parce qu'on ne respecte pas nous-mêmes ce qu'on a comme information. On n'arrive pas à mener cette vie privée-là. On met tout public, donc partager les données de quelqu'un, partager des informations sur une autre personne, ça ne nous dérange pas parce qu'on le fait pour nous-mêmes. Des sanctions sont prévues par la loi pour ces personnes qui partagent la vie privée d'autrui. Les sanctions prévues par la loi sur la cybercriminalité, elles vont d'une amende de 500 000 à 10 millions, ou bien d'une peine d'emprisonnement allant de 1 an à 7 ans, ou bien de l'une de ces deux peines seulement. Des hommes publics sont depuis un certain temps au devant de l'actualité, à l'instar de Mbathio Ndiaye et Cheikh Sarr. La question de la protection des données personnelles demeure une nécessité. Merci Ibrahim Fall. Monsieur Sow, vous avez suivi avec nous cet élément. La banalisation des faits que l'on voit sur la toile semble être ce qui vend le plus apparemment au niveau de la presse en ligne. Oui, assurément, parce que malheureusement, on a un problème d'abord de conception culturelle, sociologique vis-à-vis de tous ces nouveaux espaces, ces plateformes digitales ou ces nouveaux médias. Quel que soit l'espace, on a un problème, nous, de conception qu'on a par rapport à notre culture, de Joe, de voyeurisme un peu dans notre société. Tous ces phénomènes, en fait, aujourd'hui, sont exacerbés par des comportements malheureusement un peu insouciants et des comportements irresponsables. Si vous prenez l'exemple que vous avez donné, un peu les sites d'information, oui. Il y en a 200 au Sénégal. 200 sites d'information qui se disent, voilà, des portails d'information, des agrégateurs, des pure players, etc. Sur ces 200, il y a peut-être une dizaine, ou peut-être 3 ou 4 ou 5 qui essaient tant bien que mal de ne pas aller vers la course au clic, donc d'essayer de se conformer. Tout le reste, imaginez maintenant les 150 ou les 170, ils sont complètement dans la dérive et dans une exploitation un peu illégale oui. des données personnelles d'autrui. Donc vous voyez, le mal, il est assez
il est assez profond, absolument. Monsieur Fall, que peut-on considérer comme données personnelles? Voilà, merci beaucoup, Aram. Permettez-moi d'abord de saluer vos téléspectateurs et téléspectatrices qui nous suivent à l'instant et vous remercier aussi et remercier la DTV d'avoir donné l'opportunité à la Commission de protection des données personnelles par ma voix et au nom de la présidente de la Commission, Mme Awa Ndiaye, de participer à ce débat qui est extrêmement important pour nous en tant que Commission de protection des données personnelles. Rappelons peut-être juste, avant même que je ne revienne d'abord sur la définition d'une donnée personnelle, rappeler d'abord aux Sénégalais que depuis 2008, en fait, l'État du Sénégal a pris la responsabilité sur lui d'encadrer cette utilisation des TIC, qu'on appelle les technologies de l'information et de la communication. Donc un arsenal juridique a été mis en place, dont une loi mère, qui est la loi d'orientation sur la société de l'information. Et c'est cette loi qui a sécrété un certain nombre de lois, dont la loi 2008-12 du 25 janvier 2008, portant sur la protection des données à caractère personnel. Et c'est cette loi qui a institué cette commission de protection des données personnelles, qui est une autorité administrative indépendante, qui a en charge en fait la veille de l'application des dispositions de la loi en tout ce qui concerne les traitements de données à caractère personnel. Et entendons par données à caractère personnel, c'est toute donnée qui est susceptible d'identifier directement ou indirectement une personne physique. Par exemple, je donne des exemples concrets. Si vous prenez votre nom, votre prénom, votre adresse mail, votre date de naissance, ça c'est des données personnelles. Maintenant, il y a plusieurs sortes aussi de données personnelles. Il y a des données personnelles comme les données nominatives, mais également il y a des données personnelles qu'on appelle des données sensibles. C'est comme les données biométriques, les données de santé, les données ethniques, les données raciales, les opinions politiques, les opinions religieuses. Ça aussi, tout ça, c'est des données sensibles et c'est des données à caractère personnel parce qu'à travers ces données, on peut identifier directement une personne ou l'identifier indirectement. Donc, c'est tout ça qui concerne les données à caractère personnel. D'accord. Monsieur Mbaye, on assiste aujourd'hui à une explosion, on va dire, de publications, d'enregistrements audio ou en tout cas de photos, de vidéos, entre autres, que ce soit sur les réseaux sociaux ou en tout cas sur les médias qui sont dits des médias qui s'activent dans la toile. Est-ce qu'aujourd'hui, le journaliste a quelque part mesuré sa part de responsabilité? Merci beaucoup. Moi, je représente aujourd'hui Bakary Domingo Mané, le président du CORED, qui est empêché. Par rapport à votre question, c'est vrai. Donc, nous constatons beaucoup de dérives. Mais ce que nous rappelons, c'est que le métier de journalisme doit être fait en respectant l'éthique et la déontologie. Si on s'en arrête là, je crois qu'il y aura moins de dérives. Mais il faudra aussi faire la part des choses et essayer de faire la cartographie de ces dérives-là. C'est important parce que vous avez parlé de la presse en ligne. Oui. Vous avez parlé des réseaux sociaux. Est-ce qu'on peut faire la corrélation entre réseaux sociaux et presse en ligne? Quelquefois, ce sont des faits qui se passent dans les réseaux sociaux qui sont repris au niveau de la presse en ligne. D'accord. Oui, le problème de la presse en ligne, tout le monde a fait le constat. Hein? Ils sont à la recherche de clics. Donc, c'est ce qui pousse les éditeurs de la presse en ligne à prendre dans les réseaux sociaux tout ce qui est sensationnel, tout ce qui peut attirer pour pouvoir avoir beaucoup de clics. Donc, c'est vrai que c'est le constat, mais nous le déplorons. Au niveau du CORED, nous ne cessons de lancer des rappels à l'ordre. Nous avons, je peux vous donner l'exemple des élections, du référendum. Lors du référendum, nous avons fait un monitoring avec le CNRA. Nous avons passé toute la journée à appeler les patrons de presse, aussi en ligne que télé, radio, mais on a passé toute la journée presque à appeler pratiquement la quasi-totalité des patrons de presse en ligne. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont voulu faire exploser le pays en mettant en ligne des images hyper obscènes qui dérangeaient tout le monde, où il y avait beaucoup de sang, mais ça, nous le déplorons. Au niveau du CORED, nous condamnons encore une fois
Nous avons fait, comment dirais-je, un communiqué avec le CNRA pour condamner publiquement. Justement, est-ce que c'est à ça seulement que s'arrête le travail du CORED? C'est des mises en garde, tout simplement. Quelque part, on peut dire que cela peut ne pas dissuader ceux qui sont derrière ces Vous avez parfaitement raison. Mais le travail du CORED ne s'arrête pas là. Le travail du CORED, comment dirais-je, va un peu plus loin. Le CORED fait des formations, des cas d'école pour pouvoir sensibiliser, rappeler les journalistes le b.a.-ba du métier. Le CORED sanctionne, envoie des blâmes. Peut-être que ce n'est pas publié ou bien ce n'est pas repris par les médias, mais il y a beaucoup de blâmes qui ont été envoyés et de sanctions. Donc le CORED sanctionne. Monsieur Sow, j'en viens à vous. Quelle doit être la position du journaliste quand on voit des faits qui ont été divulgués? Peut-être bien qu'on se dit du côté des lecteurs, c'est le sensationnel qui vend le plus, mais quelle doit être aujourd'hui la position du journaliste? Bon, le journaliste est très embêté aujourd'hui, si on se dit la vérité. Je veux dire, le journaliste, qui est journaliste au Sénégal? Oui. Parce que c'est ça la question de fond qui n'est pas adressée correctement. Nous, on se bat depuis longtemps pour que ce code-là qu'on a rédigé depuis 2010 soit enfin adopté, pour qu'on règle la question du statut du journaliste. Qui est journaliste au Sénégal? On ne sait plus, parce que la loi 96-04, c'est la seule loi jusqu'au moment où on parle, qui dit que le journaliste, c'est celui qui vit, qui tire ses revenus d'un organe de presse. Oui. Ça veut dire, voilà, n'importe qui peut. Voilà, malheureusement, tant qu'on ne ferme pas cette porte-là, tout le monde est mal barré. Ensuite, le métier de journaliste a muté. Vous voyez le phénomène, double phénomène de la presse en ligne au Sénégal. Elle n'a pas été portée par les journalistes. La presse sénégalaise, dans son histoire, a été portée par les mousquetaires, ce qu'on appelle les grands mousquetaires, les Babacar Touré, les Sidi Lamine, les Mamoudou Oumar Ndiaye, les Bamba, tout le tralala historique là. Ça, c'était des journalistes qui ont mis en place des rédactions, se battent pour qu'il y ait des écoles de journalistes, qu'on forme des journalistes. Mais la presse en ligne, elle est venue d'une façon abrupte, mais sans porter une culture journalistique. Donc, dans les rédactions de la presse en ligne, il n'y a pas une vraie culture journalistique. La plupart n'ont même pas de rédaction au sens journalistique du terme. Une personne peut être derrière son clavier et exactement. Publier donc, ce que les gens voient en ligne, qui fabrique ce contenu, qui gère ce contenu, qui coach ce contenu, qui filtre le contenu pour respecter l'éthique et la déontologie. Ce sont des questions qui ne sont pas adressées ou mal adressées, que les gens oublient pour trouver une fausse solution au vrai problème. Il y a un vrai problème. Tout le monde l'a diagnostiqué, tout le monde en est malade, les dérives sont constatées, des familles sont brisées, des vies sont brisées. La pauvre Mbathio, vous pensez qu'elle peut sortir, aller à la boutique de mon parent Peul, dans son quartier là? Vous pensez qu'elle peut aller à la boutique maintenant? Elle ne peut plus. Parce que même si elle est, bon, c'est vrai, se dit forte et tout ça, mais elle est brisée, la pauvre. Cheikh Sarr, le pauvre. C'est les deux derniers cas, je vous dis, qui sont des Cheikh qui est un jeune confrère quand même des médias. Mais Cheikh, vous le voyez à l'antenne, moi je lui ai parlé, mais sa vie est brisée, le pauvre. Donc, on n'a pas, malheureusement, les sites qui ont relayé, par exemple, le son qui a concerné Cheikh Sarr, les gens n'en parlent pas autant. Mais attendez, quels sont les sites qui ont fait ça? Mais qui est derrière ces sites aussi? Ce n'est pas forcément des journalistes, c'est ça que je veux dire. Pas des journalistes formés à la bonne école, mais malheureusement le CORED, ce qu'il ne dit pas, a une faiblesse congénitale. Le CORED n'a pas d'impérium. Ça veut dire qu'il ne peut pas faire le gendarme au sens juridique, parce que les textes ne lui permettent pas d'avoir ce que les juristes appellent l'impérium. C'est-à-dire avoir le bâton. Ils n'ont pas le bâton. Ils ont les mains, mais il faut qu'on leur donne un bâton, un vrai bâton.
J'aimerais bien que, d'abord, avant que le CORED ne réponde, que la CDP puisse nous dire comment faire pour réguler un secteur qui est assez désorganisé, on va le reconnaître, parce qu'il y a beaucoup qui sont derrière des sites qui peuvent l'alimenter de leur maison et que pourtant, quand les gens regardent, ils se disent peut-être que c'est une rumeur. Ils ne font pas trop la différence entre une rumeur et la vérité générale. Donc, la CDP, comment va-t-elle faire pour pouvoir au moins organiser ce qui se passe? Voilà, moi je crois que quand même cette situation dont nous vivons actuellement, il faut la comprendre non pas comme des faits qu'on peut imputer à des journalistes, mais ça c'est des faits de société en fait. Il faut que tout le monde en prenne conscience que notre société est en train de se métamorphoser avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Chacun a une part de responsabilité dans ce qui se passe. Je commencerai d'abord, la responsabilité, elle est d'abord individuelle. Avant même d'être collective, elle est d'abord individuelle. C'est-à-dire que vis-à-vis des réseaux sociaux, vis-à-vis de l'Internet, vis-à-vis des nouvelles technologies de l'information et de la communication, chacun doit avoir un comportement responsable. Il doit être le premier protecteur d'abord de sa vie privée, en ne divulguant pas n'importe quoi sur sa vie privée dans les réseaux sociaux. Quand on vous enregistre quelque part sans pour autant que vous sachiez qu'on vous enregistre et que c'est publié après. J'en viens. J'en suis d'abord à la responsabilité individuelle, que chacun prenne des mesures idoines pour ne pas divulguer tout sur sa vie privée. Oui. Maintenant, s'il arrive qu'on porte atteinte à votre vie privée, là aussi, il faut que l'État prenne aussi ses responsabilités par rapport à ça. Nous, en tant que commission de protection des données personnelles, notre mission, elle est très claire. Il y a une loi qui a été mise en place qui porte sur la protection des données personnelles. Cette loi-là, elle fixe des obligations à ce qu'on appelle à des responsables de traitement. Responsable de traitement, c'est quoi? C'est toute personne physique ou morale qui prend la responsabilité sur lui de collecter ou de traiter des données à caractère personnel. Dès que vous prenez la décision de collecter des données à caractère personnel, vous êtes déjà soumis à un certain nombre d'obligations. Vous avez identifié ces personnes? Ces responsables de traitement, ils doivent être identifiés parce que vous avez l'obligation de venir d'abord déclarer ce que vous êtes en train de traiter comme données personnelles auprès de la CDP. Si c'est des données nominatives, comme j'ai dit, ce n'est pas des données sensibles, vous faites une déclaration normale, vous avez un récépissé de la CDP. Je prends juste l'exemple d'un système de vidéosurveillance. Même si vous devez installer un système de vidéosurveillance, même chez vous, vous avez l'obligation de venir le déclarer auprès de la CDP et la CDP vous donne un récépissé. Si c'est des données, par exemple, sensibles que vous traitez, là, vous avez l'obligation d'obtenir l'autorisation de la CDP. D'accord, mais que faites-vous de l'acquis? Il y a certains qui ont déjà tous ces moyens dont vous parlez. Tous ces moyens, ce qu'il doit faire, il doit venir régulariser en fait. Parce qu'il y a certains qui ont mis en place des traitements de données à caractère personnel avant le démarrage des activités de la CDP. Ces gens-là, ils doivent venir régulariser en fait leur situation. Cette même loi qui fixe des obligations aux responsables de traitement, elle offre également des droits aux personnes concernées par ces traitements-là. Et parmi ces droits, le premier droit, c'est le droit à l'information préalable. On n'a pas le droit de collecter des données personnelles de quelqu'un sans son consentement. On n'a pas le droit de le traiter sans l'informer préalablement. Le deuxième droit que confère la loi à la personne concernée, c'est le droit d'accès. Aujourd'hui, si par hasard, il y a un système de vidéosurveillance dans vos locaux, vous me filmez, j'ai le droit d'accéder à mes images. Ça, c'est la loi qui me le donne. J'ai le droit aussi à ce qu'on supprime mes données si je ne veux plus que mes données soient traitées par vous. J'ai le droit aussi à ce qu'on rectifie mes données. Ça, en fait, c'est des droits qui sont conférés par la loi aux personnes concernées. Maintenant, nous, en tant que CDP, on veille à ce que tout traitement de données à caractère personnel respecte en fait ces dispositions de la loi. Maintenant, en cas de manquement, la CDP peut prononcer des sanctions administratives ou bien des sanctions pécuniaires. Et si, en fait, le manquement est tellement grave, on est même capable, en fait, de transposer le dossier au niveau du procureur pour que la personne concernée soit poursuivie. Ça, c'est la loi sur la protection des données personnelles. Mais il y a le nouveau code, pénal qui a été modifié récemment. C'est-à-dire que par la loi 2009-29 du 8 novembre 2016, qui offre énormément aussi de pouvoir à la Commission de protection des données personnelles. Parce que c'est une nouvelle loi qui a pris en compte tous les actes, c'est-à-dire qui n'étaient pas pris en considération par l'ancienne loi de 1965, bien sûr avec l'avènement des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Et il y a un volet très très important dans ce nouveau code pénal-là qui concerne vraiment la protection des données personnelles, des sanctions, c'est-à-dire qui sont prévues, des peines d'emprisonnement de 1 an à 7 ans, des amendes de 500 000 à 10 millions. Donc il faut aussi que la justice aussi
fasse son travail. Nous, par exemple, en tant que CDP, on ne peut pas aller emprisonner quelqu'un. Oui. Mais quand même, la justice peut faire son travail dans ces cas de figure. Alors, vous avez déjà abordé le sujet. On avait un élément qui est disponible, qui revient juste après la réaction du chef de l'État, qui a annoncé un peu des sanctions par rapport à la diffamation sur le web. Les acteurs du secteur, en tout cas, se sont prononcés. Ils ont donné leur appréciation. On voit ça avec Louis Tinasanya. D'utiliser l'Internet à des fins destructives. Désormais, les terroristes et les délinquants du web sont surveillés comme du lait sur le feu. Le nouveau code pénal prévoit des sanctions allant jusqu'à 7 ans d'emprisonnement pour ces malfaiteurs, une décision saluée par les journalistes en ligne. C'est des choses à fustiger parce que la loi l'interdit clairement. On peut donner une information même de faits divers sans pour autant verser dans ce qu'on appelle la pornographie. Les gens qui mettent ce type de contenu, d'abord ils sont mus soit par des règlements de compte ou bien tout simplement par des questions d'ordre pécuniaire, tout simplement parce qu'ils veulent que le site ait le maximum de visites pour gagner plus d'argent. L'association de la presse en ligne demande ainsi une réorganisation du secteur médiatique. C'est très simple aujourd'hui et très facile de créer un espace d'expression sur Internet. On peut ne pas être journaliste, on peut ne pas être professionnel des médias en ligne et avoir la possibilité d'avoir un espace sur Internet et publier du n'importe quoi. En plus des photos déplacées de la danseuse Mbatio sur la toile dernièrement, Mouss Bourréo continue ses propos déplacés envers les célébrités et pourtant reste indétectable. Les propos injurieux qu'il profère, c'est quand même des choses un peu déplacées. Et moi, je pense que les autorités policières sénégalaises ont la possibilité d'identifier cette personne. Maintenant, le problème, c'est que si quelqu'un se sent insulté, une autorité, par exemple, pourrait saisir la justice et que l'affaire soit gérée à ce niveau-là. Pour rappel, le chef de l'État a promulgué la loi modifiant le code pénal et le code de procédure. Désormais, les délinquants du net risquent gros au Sénégal. Merci Louise Tinasanya. J'en viens au correct. Vous êtes certainement interpellé. D'accord, vous nous parlez des professionnels du métier, mais on voit que le métier est quelque part un peu infecté parce qu'il y a d'autres personnes qui se greffent là-dessus et finalement ça retombe de manière générale sur le dos des journalistes. Oui, par rapport à cela, c'est réglé par le code. Donc si le code est voté, donc je crois que cette question-là va être évacuée. Adama m'a taquiné tout à l'heure là. Le correct. Vous prêchez dans le vide. Non. Laissez-moi répondre d'abord à Adama. Je vais venir à vous. Adama m'a taquiné tout à l'heure. C'est vrai que le correct n'a pas. Le travail du correct est très difficile. Hein? Le correct a un territoire d'intervention qui est limité. Hein? Qui est limité aux journalistes. Mais hormis les journalistes, c'est pour cela, tout à l'heure, j'ai parlé de cartographie des dérives, pour identifier les auteurs de ces dérives-là. Et non seulement s'arrêter à identifier, mais aussi essayer de creuser un peu plus profond pour découvrir qui a commandité. Parce que ces dérives-là peuvent être commanditées par quelqu'un qui est là-bas, dans son petit coin, tranquille. Il a un objectif, c'est de détruire. Voilà, je m'en arrête là. Peut-être que j'aurai l'occasion de revenir là-dessus. Oui, mais par rapport au correct, le correct a été mis en place pour un but. C'est qu'ils se sont dit que si le journaliste est jugé par ses pairs, ça peut le rappeler, ça peut lui permettre de se remettre en cause, tout simplement. Le correct n'est pas une institution judiciaire. Le correct peut faire un rappel à l'ordre, peut envoyer une mise en demeure. Le correct peut envoyer une blâme. Mais si le délit est établi, je crois que la loi est là et qu'il doit agir, tout simplement. Oui, mais j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, off the record, on va dire. On voit certaines publications qui sont, disons, reprises par des sites d'information qui sont très utilisés par la population. Je ne veux pas citer de sites pour ne pas, disons, porter des étiquettes là-dessus, mais on voit des publications qui paraissent tous les jours. Les enfants regardent, on ne sait pas qui est derrière ou pas, mais l'organe, en tout cas, est reconnu comme étant un médium qui peut divulguer des informations. Par rapport à cela,
Je crois que les professionnels de la presse en ligne sont en train de travailler là-dessus, sur la labellisation, pour régler ce problème. Donc, peut-être qu'il faut y arriver. Je ne suis pas là pour les défendre, bien que j'en fais partie, mais je ne suis pas là, je suis là pour le correct. Mais je crois que malheureusement, nous n'avons pas un représentant d'Appel, mais sinon, il pourrait peut-être rentrer un peu plus sur la labellisation qu'ils sont en train de mettre en place. Je crois que ce problème va être réglé par cela. Oui. Moi, je pense que... Bon, là, je peux en parler parce que j'étais le rapporteur de la commission. C'est moi-même qui ai rédigé cette partie que l'Appel a introduite dans le nouveau code. Par exemple, sur la question de la modération des forums. Tout le monde a dit que les sites, on ne peut plus laisser les gens insulter n'importe qui, insulter tout le monde à longueur de journée. Et même pour les commentaires. Voilà, c'est ça en fait, voilà. C'est ça. Il y a je sais pas moi, des caches qui ont été mis en place qui permettent au moins de pouvoir réguler, mais on voit du tout. Oui, quand maintenant, on nous, on s'est battu, il le sait, à Saly, il y a un mois. Moi, je m'en suis pris personnellement, il était là, pour qu'on mette dans le texte du code de la presse que désormais, tout responsable de site Internet a l'obligation de modérer a priori, parce que quand moi je commente, on met un article sur Aram, sur n'importe quel site, et moi j'envoie une insulte contre Aram, le gestionnaire du site, il voit mon insulte, il voit l'insulte contre Aram, il a le choix de laisser passer l'insulte ou de la bloquer, mais il faut que la loi le contraigne pour qu'il bloque justement l'insulte. Parce que si on insulte sa sœur, il n'aurait pas laissé passer. Pourquoi il ne laisse pas passer pour sa sœur, mais quand on insulte Aram, il laisse passer. C'est ça qu'on a voulu adresser. Et dans le nouveau code de la presse, on s'est battu pour dire une modération a priori. S'il ne le fait pas, désormais, si le code est voté, il tombe sous le coup de la loi, de la nouvelle loi. Et non seulement sur son site, mais sur ses pages de réseaux sociaux. Et là, les gens l'avaient enlevé, on s'est battu pour qu'ils le remettent. Et Ibrahim Lissa Faye et tous les gens peuvent en témoigner. On s'est battu pour que, parce que par exemple, tous les sites d'information, tous les grands sites, les pure players, les agrégateurs, tous les sites là, mais ils ont des pages de réseaux sociaux. Oui. Ça aussi, c'est l'autre piège. Parce que les pages Facebook, par exemple, les commentaires continuent là-bas. Il faut qu'il y ait la même responsabilité pénale sur le site et sur ces pages de réseaux sociaux. C'est ça le corset qu'on a mis dans le code et espérons, franchement, le code sera voté. Non, que ce code enfin soit voté, mais qu'on n'enlève pas cette partie-là. Parce que si on enlève cette partie-là, les dérives qu'on constate vont encore s'amplifier parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est un phénomène sociétal. C'est-à-dire on a 100 sites maintenant sénégalais, mais dans 1 an, 2 ans, on peut retrouver avec 400 ou 500, on ne sait pas. Si les dérives ne sont pas continues maintenant, en décembre 2016, pour au moins rationaliser le secteur. Il faut que l'État prenne ses responsabilités. Ce secteur, nous, on s'est enfermé depuis 2014. On a labellisé c'est quoi la presse en ligne, c'est quoi un média en ligne au Sénégal. On l'a labellisé, on a écrit, et puis qui fait les dérives. Les journalistes font 12% des dérives. Les 80 et quelques pourcents sont faits par qui? Il a raison. C'est les gens qui n'ont pas de statut aux yeux de la loi. C'est les animateurs, les présentateurs d'émissions qui n'existent pas aux yeux de la loi sénégalaise. Voilà, par exemple, une grosse question. Tous les animateurs, les présentateurs de télé, de radio, d'émissions, n'importe quoi, qui ne sont pas journalistes, n'existent pas parce qu'il n'y a pas un statut qui leur est consacré. Alors que c'est eux qui fournissent plus de 80% des contenus des médias. Ils sont où? Donc voilà les questions sur les dérives qu'on doit quand même adresser. Monsieur Mbaye, des dérives, quelque part, le CORED devrait avoir une mainmise sur ces personnes-là, pouvoir au moins amener l'autorité à pouvoir prendre des décisions. Parce qu'à votre niveau, si vous vous limitez seulement aux blâmes et autres mises en garde qui sont servies, j'imagine que ça s'arrête seulement au niveau des rédactions qui ont été ciblées. Le CORED s'autosaisit quand il constate un fait avéré. Le CORED peut s'autosaisir. Le
CORED peut être saisi. Et le CORED est saisi. Parce qu'ils ont statué sur des cas, beaucoup de cas. Mais, comme je le répéterai encore une fois, le CORED n'est pas une institution juridique. Le CORED agit par rapport à un territoire. Est-ce qu'il peut arriver que vous faisiez en sorte que la personne qui a été citée puisse au moins ne plus bénéficier de sa carte d'exercice? Oui, c'est ça. Le CORED sanctionne. Jusqu'à mais ça, c'est le code qui l'a réglé. Oui, mais c'est ça que ça, je dis. Ils ne peuvent pas le faire, Aram. C'est ça. C'est ce que je disais tout à l'heure. Vous prêchez dans le vide alors? Non, nous ne prêchons pas dans le vide. Parce que si le CORED vous envoie une blâme, vous saurez que le CORED, vos pairs journalistes, vous ont envoyé une blâme. Et ça va vous faire mal. Normalement. Mais ce que dit Aram, vous ne pouvez pas aller jusqu'à, par exemple, voilà, au-delà. Pour le moment. Mais ça, c'est le code qui le règle. Effectivement. Le retrait, il y a une commission qui doit être mise en place pour cela. L'obstention, la délivrance et le retrait de la carte de presse, c'est le rôle de la commission. Et c'est réglé par le code de la presse. Si le code est voté, cette commission va être mise en place et voilà, ils vont agir. Qu'est-ce que la CDP a encore fait pour le moment? Parce que la commission a été mise j'en reviens il y a peu de temps. À votre question. Qu'est-ce que la CDP a fait en fait pour réguler toute cette histoire-là? En fait, nous, en tant que commission de protection des données personnelles, on essaie de jouer notre rôle dans cet écosystème-là, comme je dis, où des responsabilités sont vraiment partagées. Nous, en ce qui nous concerne, en dehors, bien sûr, de nos missions régaliennes de protection des données personnelles, de recevoir les déclarations, d'effectuer des missions de contrôle sur site, nous avons également une mission de sensibilisation et de formation à l'endroit des populations. Et là, nous misons vraiment sur la formation et la sensibilisation. Parce que c'est d'abord une question de formation et de culture. C'est-à-dire que nous voulons aider les Sénégalais à acquérir une culture de la protection des données personnelles. Parce que si on a une culture, c'est-à-dire ancrée dans nos mœurs, dans nos façons de faire, de protection de nos données personnelles, c'est que sûr que beaucoup de dérives, en fait, ne seront pas à l'ordre du jour. De l'autre côté aussi, la CDP assiste aussi les populations. Ce que je veux dire, que les citoyens doivent comprendre que la CDP est là aussi pour eux. Si quelqu'un se sent lésé par rapport à la protection de ses données personnelles, il peut saisir la CDP. Nos portes sont largement ouvertes pour tous les citoyens. Nous avons un site web, vous pouvez vous connecter, nous avons un mail où vous pouvez envoyer, vous pouvez vous déplacer, vous venez, vous portez, vous nous dites, c'est-à-dire que quel est votre problème et nous, on va vous aider, c'est-à-dire qu'en toute confidentialité. C'est-à-dire que nous avons des moyens, parce que nous travaillons aussi avec pas mal de partenaires. Déjà, nous travaillons avec Google Afrique. Nous avons des partenaires très privilégiés avec Google Afrique. Si par exemple vous avez des problèmes avec vos comptes YouTube ou des vidéos qui ont été publiées sur YouTube et consorts, vous venez nous voir, nous la CDP, nous on peut saisir, c'est-à-dire Google Afrique et leur demander en fait la suppression de ces types de vidéos sur YouTube. Et pour ces types de questions, vraiment Google Afrique réagit d'une manière très rapide. Ils sont même allés plus loin, ils vont même nous former, c'est-à-dire que former les agents de la CDP, c'est-à-dire que dans la manière dont on pourra nous-mêmes, c'est-à-dire que gérer la plateforme. C'est-à-dire ça, c'est des accès vraiment très limités, mais ils vont permettre aux agents de la CDP d'accéder à ces plateformes-là. Si on reçoit des signalements ou bien des plaintes qui concernent des vidéos sur YouTube, nous-mêmes, on peut se connecter sur cette plateforme et essayer, c'est-à-dire que de demander à ce que cette vidéo soit supprimée. Nous travaillons également avec la brigade spéciale de lutte contre la cybercriminalité. S'il y a certains faits aussi qui nous ont été remontés, des signalements et des plaintes, là aussi, on transmet à la brigade spéciale aussi de lutte contre la cybercriminalité. Nous travaillons vraiment avec tous les acteurs et nous en appelons aussi à la responsabilité tout un chacun parce que ce n'est pas un travail que la CDP peut faire à elle seule, mais quand même nous participons vraiment à la formation et à la sensibilisation des citoyens quant à leur comportement concernant ces nouvelles technologies de l'information et de la communication. Monsieur Sow, si on en revient au fait de ces derniers jours, y a-t-il une valeur informative, on va dire, dans ces publications? Ça dépend. Je veux dire, aujourd'hui, je vais interroger sur qu'est-ce qui est devenu le journalisme, mais qu'est-ce qui est devenu l'info? C'est quoi l'info aujourd'hui? Parce que nous aussi, on doit nous mirer. C'est-à-dire le journalisme, la pratique qu'on a connue depuis... C'est quoi l'info aujourd'hui? Et quelle est l'info qui accroche? Quelle est l'info qui a de la valeur, qui a moins de valeur? Est-ce que là aussi, il n'y a pas un shift en réalité qui est en train de se passer sans que nous comprenions conscience? Ce qui a été diffusé sur la dame, là, par exemple, c'est abominable.
n'y a pas d'info. Je veux dire, ça, c'est pas... Franchement, excusez-moi, c'est plus des images à la limite de la... Voilà, ça, il n'y a pas d'info. Sinon, c'est du voyeurisme, c'est autre chose. Ça, c'est pas de l'info. Ça, c'est pas acceptable dans un site d'information. Franchement. Et non seulement dans un site d'information, mais sur des plateformes de pages privées et personnelles de WhatsApp, des milliers de Sénégalais sont partagés ça. Bah oui, ça et il serait bien que Sékou explique ça, parce que sur la divulgation, qui est responsable? C'est-à-dire, c'est vrai, la chaîne là, il faut expliquer. Est-ce que toutes les personnes qui ont partagé les images obscènes de la dame là sont fautifs ou pas? Parce que ça, quand ça va en justice, est-ce que toute cette bande-là va aller au tribunal ou pas? Voilà la question aussi. Maintenant, c'est au point de vue journalistique, au point de vue site d'information, les sites sérieux, crédibles, ne te mettront jamais une image à la limite de la décence. Par contre, il y a des sites dont la ligne éditoriale, c'est du matin au soir de te mettre des vidéos et des photos obscènes. C'est un choix. C'est pire que la pipolisation. C'est de l'obscénité érigée en ligne éditoriale. Il y a un site, il y a au moins, il n'y a pas un seul site au Sénégal, il y en a, mais il y a un site leader que tout le monde connaît, qui a été exclu de l'appel. Mais du matin au soir, vous ouvrez ce site-là, tout le posting du site, c'est de la vulgarité, c'est du nu et de la violence. Voilà un site qui s'est spécialisé, mais qui a beaucoup de likes par contre. C'est ça qui est paradoxal. C'est ce qui vend, c'est ce que je disais tout à l'heure. Sur ce cas de figure, qu'est-ce qui attend les personnes qui ont partagé les vidéos entre elles, en tout cas? C'est pour dire d'abord, avant peut-être de répondre à votre question, dire que sur ce cas de figure, la publication de ces vidéos de la dame-là, hier déjà la CDP a sorti un communiqué pour dénoncer, vraiment, et pour dénoncer avec une très grande énergie, c'est-à-dire que la publication de ces photos-là, parce que ça porte atteinte quand même à la vie privée d'autrui. Donc la CDP également a rappelé, c'est-à-dire que les uns et les autres, vraiment, a plus de modération, a plus de responsabilité aussi. Et je sais que par rapport à cette affaire, celui qui produit d'abord, celui qui produit ces images-là, c'est-à-dire que celui qui les diffuse, celui qui les transmet, c'est-à-dire que tous sont autant responsables. C'est-à-dire que si vous recevez l'image et vous prenez la responsabilité... Même si vous recevez et que vous... Si vous recevez, vous prenez la responsabilité en fait de la retransmettre à quelqu'un d'autre, c'est-à-dire que vous êtes autant responsable que celui qui a déjà produit cette image. Donc là, quand même, c'est-à-dire que vraiment, c'est vrai, ces types de... il y a de ces types de pratiques, c'est ce que je disais à Adama tout à l'heure, c'est-à-dire c'est des choses qui sont extrêmement sensibles. Parce que aussi, nous sommes une société aussi africaine, nous avons des valeurs, nous avons des mœurs, nous avons aussi pas mal de choses aussi à protéger dans notre vie commune même. Mais quand même, chacun aussi a droit à la protection de sa vie privée. Et là, je crois, même si on voit le nouveau code pénal, c'est-à-dire que sanctionne carrément en fait, c'est-à-dire ces types de pratiques-là, c'est-à-dire publier des photos d'autrui sans son consentement, ça déjà c'est un délit qui est puni par la loi. Et moi, comme je dis, c'est-à-dire que c'est vraiment à l'État de prendre ses responsabilités. Parce que tant qu'on ne commence pas à sanctionner, c'est-à-dire que sévèrement, on n'applique pas à la lettre la loi, c'est-à-dire que sur la cybercriminalité et le nouveau code pénal, ces faits-là ne vont pas s'arrêter. Est-il possible aujourd'hui de pouvoir saisir ces personnes-là, ou en tout cas les réseaux ou les forums sur lesquels on voit ces photos, de pouvoir saisir les responsables et de leur demander de pouvoir arrêter ce virus, ou je vais dire... De les enlever. C'est ça, ce qui est difficile aussi, c'est que les gens doivent comprendre que sur Internet, c'est-à-dire que dès qu'une image est publiée sur Internet, on n'a plus de contrôle sur l'image. C'est-à-dire que c'est ça aussi qui rend l'Internet très compliqué. C'est pourquoi avant de publier quoi que ce soit, il faut vraiment réfléchir. Avant de publier. Parce que dès que vous publiez, vous perdez déjà le contrôle. Excuse-moi, Sékou, si la dame en question se lève un jour et vient à la CDP et dit à la CDP, moi, je vous ai entendu sur la DTV, M. Sékou, vous avez dit que j'ai le droit de me faire retirer mes images. Effectivement. Qu'est-ce qu'il faut faire, par exemple? En tout cas, ça dit que si... Est-ce qu'elle peut se faire retirer toutes les images ou pas? Si elle saisit la CDP, si elle saisit la CDP. Et d'ailleurs, l'idéal serait qu'elle d'abord, qu'elle identifie partout où se trouvent ces images. Qu'elle fasse d'abord le listing,
c'est-à-dire que de tous les sites ou bien de toutes les pages où se trouvent ces images-là, elle fait ses premières démarches. Parce que la loi lui donne cette possibilité-là. Elle va demander aux sites d'information, aux pages Facebook, je ne sais pas quoi, retirer ces images-là parce que ce sont des images qui me concernent. Ça, c'est son droit. Ça, c'est son droit. Ce sont mes données personnelles. Elle n'a qu'à faire ces démarches-là. Maintenant, ça dit que si les gens ne répondent pas à ces requêtes, là, elle peut venir saisir la CDP. Les photos circulent. C'est ça. Là, elle peut venir saisir la CDP. Et là, nous, ça dit qu'on va prendre l'affaire-là en main et on va saisir, on va en fait interpeller ces gens-là et leur demander de supprimer ces images-là parce qu'elles portent atteinte à la vie privée d'autrui. Mais l'idéal serait qu'elle d'abord, qu'elle fasse en premier lieu, c'est-à-dire que les premières démarches, et qu'elle vienne aussi avec des preuves qu'elle a fait les premières démarches et que les autres ont refusé en fait de répondre à ces requêtes. Et là maintenant la CDP peut entrer en danse et ça sera, c'est-à-dire que des procédures que la CDP a réglé pas mal de problèmes, c'est-à-dire sur ça. Mais c'est vrai, c'est des choses qu'on ne peut pas étaler à la place publique parce qu'on est tenu aussi par le secret professionnel. On ne peut pas divulguer toutes les affaires qu'on règle. On les règle en toute confidentialité pour respecter aussi la vie privée des personnes qui sont concernées. Vous parliez tout à l'heure de pouvoir redéfinir une cartographie de qui est journaliste ou qui ne l'est pas. Est-ce qu'aujourd'hui, le CORED dispose de données qui peuvent être, disons, mises à nu pour que les gens puissent au moins identifier ceux qui sont crédibles et ceux qui ne le sont pas? D'accord. Mais avant de répondre, en écoutant mon cher ami du CDP, je constate que nous avons les mêmes limites. Ils ne peuvent pas aller au-delà. C'est-à-dire, est-ce que vous pouvez porter un dossier et rester en justice pour la personne? On peut transmettre un dossier au procureur de la République. Là, la loi nous donne cette possibilité-là. C'est nettement mieux que le CORED qui a un tribunal des pairs qui décide en son sein. Là, c'est différent. Là, je reconnais que c'est un plus par rapport au CORED. C'est ça. Bon. Par rapport à votre question, vous dites... Disposer des données qui vous permettent au moins de pouvoir identifier quels sont les médias crédibles ou ceux qui ne le sont pas. Les membres du CORED sont des journalistes. Les données qu'ils disposent, ce sont les faits constatés qui sont là, publiés en ligne, écrits. Ils se sont autosaisis sur un cas, un article qui a été publié et publié par 3 journaux de la place. Oui. Et au finish... Parlez de M. Abou Abelcham? Oui. Je ne cite pas de nom, mais au finish, nous avons découvert que c'était un article commandé. Mais ils ont agi, le CORED a sanctionné, a envoyé des mises en demeure à tous ces médias. Le CORED a au moins une plateforme sur laquelle elle se base pour au moins pouvoir dire ce sont ces médias-là qui seront au moins sanctionnés. On va y arriver. Hein. Le CORED a été mis en plus. Ils n'ont rien. Non, attends, non. Mes amis là, ils n'ont pas grand-chose. Il n'y a pas longtemps. J'ai l'impression que c'est un groupe de doyens de professionnels qui sont dans leur chambre ou dans un bureau en train de... Non, ils se battent quand même, mais ils n'ont pas beaucoup de moyens. Vous n'avez pas de matière. Vous me donnez l'occasion de remercier l'État du Sénégal et le ministère de la Communication qui nous a donné des locaux au niveau de la maison de la presse. Oui. Voilà. Donc au moins, déjà pas mal. Nous avons une avancée, des locaux. Oui, c'est vrai, au moins. Et le CORED se réunit. Le CORED statue et envoie des mises en demeure. C'est quelque chose. Maintenant, l'autosaisine. Sur l'affaire de la dame, là, pourquoi vous n'êtes pas autosaisi par rapport aux sites qui sont connus de la dame qui ont déjà diffusé portée en justice? Donc pourquoi s'autosaisir pour une affaire qui est déjà... Elle est assez grave sur le plan de la médias. Elle a porté plainte. En tout cas, ceux qui sont considérés comme les professionnels. Oui. Ça, c'est peut-être la CDP qui s'occupe de ça. Mais vous, à votre niveau, il y a des organes qui ont été identifiés, en tout cas, moi que j'ai eu à consulter, qui ont publié des photos et autres enregistrements. Pourquoi ces médias-là ne sont pas, disons, cités ou on leur envoie des blâmes ou des sanctions? Le CORED n'a pas encore statué. Le CORED va statuer. Mais attendez de voir qu'est-ce qu'ils vont décider par rapport à cela. Est-ce que vous allez vous autosaisir parce que... Ma seule crainte, c'est que l'affaire a été portée en justice. On vous a soufflé l'idée. Heureusement que c'est sur le plateau. Vous allez vous autosaisir, on va dire. Oui, dites autosaisir. Vous allez le faire. Pour ce cas-là. Pour ce cas-là. Oui. Ben, je ne sais pas, je ne peux pas me prononcer là-dessus.
peut-être que si vous posez la question au président, il va vous répondre. D'accord. Alors, on va venir à l'élément qui parle des professionnels de la presse, toujours en ligne, l'association nationale qui s'est réunie pour parler de la loi, ou en tout cas des mises en garde du chef de l'État par rapport à la diffamation sur le web. On va dire dans l'ensemble qu'ils ont apprécié ce qui a été dit et selon eux, il faudrait faire en sorte qu'il y ait une presse en ligne plus crédible et que les acteurs puissent diffuser des informations justes et vraies. On voit ça avec Ndeye Fatim Lo. Réunir l'ensemble des acteurs de la presse en ligne en vue de professionnaliser ce secteur pour en faire un véritable outil de développement, tel est l'objectif de l'ANPEL, Association nationale des professionnels de la presse en ligne du Sénégal. L'association veut promouvoir ses membres à l'éthique et à la déontologie dans l'exercice de leur travail tout en respectant la protection des données personnelles. L'ANPEL, de sa création, avait contacté CDP, la commission de la protection des données personnelles, pour savoir quelles sont les images que nous devons utiliser pour illustrer nos articles. Respectons la loi. Aujourd'hui, je pense que, avant même le président, nous étions les premiers à condamner certaines publications faites sur Internet. Les presses en ligne prolifèrent de plus en plus. Ainsi, la plupart d'entre elles ne sont pas respectées. L'ANPEL veut défendre l'intérêt de ses membres pour gagner le respect de l'opinion. Ce qu'il faut faire, c'est de prendre nos responsabilités, nous les acteurs qui sont dans le milieu, informer juste et vrai, ne pas accepter d'être des fois comme on dit, des marionnettes des hommes politiques, ne pas aussi permettre aujourd'hui à nos sites d'être des tribunes où les hommes politiques vont se montrer vraiment de façon, voilà quoi, se donner en spectacle. Moi, je pense que pour mériter aujourd'hui le respect aujourd'hui de l'opinion, il y a un combat à mener. Il faut respecter les règles de droit, il faut qui régissent l'éthique et la déontologie. En mars 2017, l'ANPEL va organiser la semaine de la presse en ligne sous le thème « Presse en ligne face à ses responsabilités », une manière de mettre fin au manque de respect dont ils sont victimes, mais aussi de batailler pour une presse en ligne crédible. Monsieur Koufal, on va dire que vous avez au moins quelques-uns qui sont d'accord et qui sont en phase avec la loi sur la protection des données personnelles. Voilà, je dois d'abord préciser, vous savez, la CDP ne remettra jamais en cause le principe constitutionnel de la liberté de la presse, la liberté d'information en fait. Je ne suis pas journaliste, mais je n'ai rien contre les journalistes. Mais quand même, nous devons toujours, même dans le traitement de l'information, prendre en considération le respect de la vie privée d'autrui. Chacun a droit au respect de sa vie privée. Ça, c'est des principes, en fait, c'est des principes fondamentaux de la vie. C'est-à-dire que personne ne veut que sa vie privée soit exposée. Parce qu'il faut toujours se mettre à la place de l'autre. C'est pourquoi la CDP aussi, consciente de ses missions de formation, de sensibilisation, a eu à former ces associations-là de presse en ligne. Que ce soit l'APEL, que ce soit l'ANPEL, ils ont été formés au niveau de la CDP pour le respect de la protection des données à caractère personnel. Dans l'exercice de leurs fonctions, qu'ils aient toujours en tête que les gens aussi ont droit au respect aussi de leur vie privée. Donc là, la CDP quand même est en train de jouer son rôle en fait de veille et de formation. Et ces types de formations, nous les offrons à tous les acteurs des TIC. Parce que nous savons que les TIC, les technologies de l'information et de la communication, l'économie numérique dont on parle, la monnaie de l'économie numérique, c'est les données à caractère personnel. Les données à caractère personnel sont au cœur de l'économie numérique. Donc si on veut avoir une économie numérique, c'est-à-dire que prospère, c'est-à-dire qui puisse profiter à tous, dans le respect en fait de la dignité même de l'homme, on doit veiller à ce que les données personnelles des Sénégalais soient traitées conformément à la loi sur la protection des données à caractère personnel. Et j'aimerais vraiment, c'est-à-dire qu'au nom de la présidente de la CDP, Awa Ndiaye, en appeler aussi à la responsabilité de tout un chacun. Je l'ai dit au début de mon propos, c'est une responsabilité d'abord individuelle avant même d'être collective. C'est-à-dire que chacun a un rôle à jouer, c'est-à-dire que dans ça, parce que tout le monde est concerné. Tout le monde est concerné par cette histoire de respect de vie privée, de données à caractère. Nous tous, nous avons nos données personnelles partout. L'administration a énormément de données personnelles nous concernant. Nos banques, les opérateurs de télécommunications. On ne parle que de la presse, mais il y a d'autres secteurs aussi qui détiennent énormément de données à caractère personnel. Donc, si cette loi-là, elle n'est pas renforcée, si elle n'est pas respectée, c'est-à-dire que si elle n'est pas connue, c'est-à-dire que des citoyens, ça peut porter préjudice à tout le monde.
Donc c'est pourquoi la CDP quand même est en train de travailler. Depuis l'arrivée de Mme Awandiaï à la tête de la commission de protection des données personnelles, ça aussi il faut le dire, elle est en train d'abattre un travail extraordinaire. La CDP est plus connue aujourd'hui. C'est-à-dire que, bon, il y a longtemps... On ne sent pas encore son utilité. Oui, il y a quelque temps, peut-être, beaucoup de Sénégalais ne connaissaient pas la CDP. Mais aujourd'hui, beaucoup d'actions ont été initiées. C'est-à-dire que ça nous permet quand même aujourd'hui de montrer aux Sénégalais qu'il y a une commission de protection des données personnelles qui est là, qui veille au respect de la vie privée des citoyens et qu'ils peuvent compter sur cette commission de protection des données personnelles pour la protection de leur vie privée. À vous entendre, on a l'impression que tout est mauvais dans les TIC. Parce que de manière générale, on a l'impression que c'est un espace virtuel sans régulateur qui est là, que tout le monde peut utiliser et qu'après, c'est à des fins assez, disons, des fins personnelles, de règlement de compte et autres. Non, c'est ça que c'est pourquoi j'avais dit, à l'instar du professeur Abdou Salam, qui a fait une étude très très pointue, c'est en fait une posture sociétale et culturelle. Peu importe le support que vous avez en face, peu importe l'espace de communication que vous avez en face, c'est un être humain avec ses déterminismes culturels qui l'ont façonné, qui va faire des usages. Le Sénégalais qui fait des usages sur Facebook ou chez les OTT, que ce soit Facebook, Google, Instagram et tout le reste, c'est un Sénégalais moulé d'une certaine façon. C'est pourquoi je parlais de voyeurisme, de djébané, de tout notre truc culturel, on les transpose sur nos murs de Facebook. C'est pourquoi les Sénégalais se retrouvent beaucoup dans les selfies, dans les trucs parce que c'est nous, ça nous parle. Par exemple, Facebook Instagram parle beaucoup aux Sénégalais, culturellement. Parce qu'on est dans une société victime du paraître, sociologiquement. Donc, le Sénégalais est victime de son paraître. On juge par le paraître. Par exemple, si moi je suis mal fagoté et vous bien nippé, on entre en même temps dans un bureau, l'attention sénégalaise, c'est le respect se déporte spontanément vers vous. Donc, le paraître, par exemple, dans les réseaux sociaux, vous voyez, ça, il faut des études sociologiques pour voir nos comportements dans les réseaux sociaux et dans les médias nouveaux, avec notre culture et nous recadrer. Ce que les autres pays sont en train de faire. En France, il y a toute une nouvelle révolution sur, par exemple, vis-à-vis des OTT. Aujourd'hui, Mark Zuckerberg et tout le reste, comme Mark, il l'a dit d'ailleurs, même aujourd'hui, il a fait un post pour faire un mea culpa sur les fausses informations qu'on est en train de diffuser et vous voulez reprendre dans votre mur, on les partage. Dire par exemple que Donald Trump a taxé les Africains, qu'il faut recoloniser les Africains, c'est des trucs d'esclaves. Il ne l'a jamais dit, mais aujourd'hui tout le monde s'est partagé ce hoax, les hoax par exemple. Mais nous, comme nous culturellement, le Sénégalais a tendance à voir ce trait culturel exacerbé dans les réseaux sociaux. Ça, c'est un aspect qui va nous rattraper un jour, comme l'affaire des sites Internet est en train de nous rattraper. Est-ce qu'il va être facile aujourd'hui de pouvoir régulariser? Parce que, réguler, disons, quand on remarque que, par exemple, aux États-Unis, on a ou en France, le cas de Wikileaks, on voit ces pays qui sont assez développés, qui se retrouvent devant ce genre de schéma. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut être confiant et se dire que nous, à notre niveau, nous aussi, nous pouvons, disons, assainir le secteur? Non, à Internet, en fait, il y a plusieurs niveaux d'Internet. Il y a plusieurs niveaux d'Internet. Par exemple, nous, on est à l'Internet plus simple, mais il y a un autre que connaissent Sekou, les techniciens, le deep, par exemple, le dark et tout ça, là, qui est plus dangereux, mais qui a une vie sur nous, qui a un contrôle de nos vies digitales et de nos traces digitales, de nos identités numériques. Cet Internet, Sekou peut en parler, il est plus dangereux de tout ce dont on parle ici. Donc, le problème, il faut comprendre ce qui est en train de se passer. Chez nous, on ne prend pas le temps de documenter et d'étudier ces phénomènes. C'est ça que je suis en train de dire. Aujourd'hui, tout le monde a des empreintes et des identités numériques, mais personne ne réfléchit dessus. Sociologiquement, quelle étude? Tu as vu quelqu'un au Sénégal faire des études et les publier, faire des recherches sur par exemple, sur ces questions-là? C'est de vraies questions sociétales qui déconstruisent nos sociétés, mais qui façonnent une nouvelle société. D'accord? Maintenant, ça là,
s'arrêter et voir. Mais attendez, tout le monde, quand il y a 5 ans, l'Internet mobile, quand ça a démarré, les gens n'avaient pas vu comment l'Internet, pas l'Internet en tant que WW, mais l'Internet mobile, qui est la deuxième révolution de l'Internet, comment il allait chambouler tout. Mon parent Peul, qui est dans le Djolof, berger, dans sa prairie, il a un téléphone qui a une connexion Internet, mais il est dans la nouvelle société, dans le nouveau monde. Il va à YouTube, il écoute son Penda Madame ou je ne sais pas quel truc de Riti, il regarde il a son mur, peut-être Facebook, avec les... Vous voyez, c'est ça la donne. Ce changement, personne ne l'a documenté. L'avènement de la presse en ligne, de 5, on est à 200, on va vers 300 sites sénégalais. Personne ne s'arrête pour dire, mais attendez, qu'est-ce qui est en train de se passer? Mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Vous voyez les jeunes, dans ça, les jeunes, personne ne parle aux jeunes, aux adolescents, de 9 à 17, 18 ans, la pré et l'adolescence, et la numérisation, la digitalisation de la société. Parce qu'eux, ils n'ont pas connu l'autre société. Ils n'ont connu que la société digitale. Tu leur parles, ils ne connaissent pas. Mais on ne le documente pas. Chez toi, chez moi, chez Sekou, chez Mas. Nos enfants, nos petites sœurs, nos petits frères, mais ils sont dans un autre monde différent du nôtre. C'est vrai. Mais il faut... Oui, la CDP, voilà. Encore une fois, interpellée. C'est ça. La CDP est encore interpellée. C'est pour dire, Adama a dit quelque chose de très important. Ce phénomène-là, c'est-à-dire que c'est un phénomène qui n'est pas documenté. C'est-à-dire que personne ne s'arrête pour réfléchir en fait sur ces phénomènes sociaux qui se passent actuellement. Alors que c'est des révolutions extraordinaires. Le développement des technologies de l'information et de la communication, personne ne peut le freiner. Personne. Ça va de mal en pire. Ce qui est arrivé aux pays développés, ça peut nous arriver en fait. Aujourd'hui, les TIC ont fini de détruire toutes les frontières. Il n'y a plus de frontières en fait. Il y a ce qu'on appelle le cyberespace. C'est-à-dire que quiconque est connecté sur Internet, tu rejoins le cyberespace. Où tu ne sais personne. C'est-à-dire que parfois, tu es en relation avec des gens dont tu ne connais même pas. Comme il l'a dit, moi, dans cette situation-là, j'ai une pensée particulière aussi à la jeunesse. Et la CDP, c'est-à-dire que travaille aussi sur ce volet-là. Il y a le tri nécessaire. C'est-à-dire que essayer de sensibiliser, c'est-à-dire que la jeunesse. Parce que comme Adam l'a dit, ils n'ont pas connu, c'est-à-dire que certaines époques passées. Eux, c'est ce qu'on appelle les digital natives. C'est-à-dire qu'eux, ils sont nés avec la technologie. C'est-à-dire que moi, c'est vrai, je ne dis pas que je ne vais jamais sur Facebook, mais la photo qui m'a le plus plu sur Facebook, je vais vous le raconter, c'est un jour, j'étais sur Facebook, j'ai vu une photo, c'est-à-dire que c'était il y avait une femme qui était enceinte et on l'opérait, on faisait une césarienne. Donc il y avait les médecins qui étaient là, c'est-à-dire autour de la maman, en train de faire la césarienne. Bon, l'enfant était à l'intérieur, voilà, les médecins disent, voilà, sors maintenant, petit garçon. Bon, il a vu un petit smartphone là avec des écouteurs, quoi. Il dit, attendez, je publie d'abord quelque chose sur Facebook avant de sortir, quoi. Donc, ça veut dire que l'image est tellement parlante. Donc, on ne peut pas ne pas avoir une pensée, c'est-à-dire à cette jeunesse-là, qui est accro d'abord à ces réseaux sociaux. Maintenant, ce qui rend très compliqué la situation, que ceux qui sont censés, en fait, c'est-à-dire que sensibiliser, conscientiser ces jeunes-là, eux-mêmes, ils ne sont pas sensibilisés ni conscientisés. Ce sont les parents qui doivent veiller à l'éducation, à la protection de leurs enfants. Eux-mêmes, ils sont dépassés par ces nouvelles technologies de l'information. Souvent, c'est-à-dire qu'il y a certains parents, ils sont même très fiers de voir parfois leurs enfants manipuler leur smartphone ou bien leur tablette et consorts, c'est mieux qu'eux. Alors que ça, c'est extrêmement dangereux. Donc là aussi, la CDP est en train de travailler en fait sur ce volet-là. C'est d'ailleurs, nous avons récemment noué un partenariat avec une école de la place, c'est pour aller mener des campagnes de sensibilisation, c'est-à-dire que dans les lycées, pour inciter les jeunes à une utilisation responsable des réseaux sociaux. Parce que si on regarde, l'Internet aujourd'hui utilisé par la jeunesse, c'est les réseaux sociaux. C'est-à-dire que les jeunes ne sont que sur les réseaux sociaux. Rarement, tu verras un jeune ouvrir une page Google pour faire une recherche, c'est-à-dire que sur quelque chose. Ils sont toujours sur WhatsApp, Viber, Imo et consorts. Donc, on est en train aussi de participer à ces campagnes-là de sensibilisation. Et ça serait aussi, c'est-à-dire que mieux que l'État, c'est-à-dire au plus haut sommet, vraiment, surtout le ministère de l'Éducation nationale, que les gens prennent,
c'est-à-dire que maintenant des dispositions idoines, c'est-à-dire que pour commencer à sensibiliser et à former, intégrer en fait dans les programmes scolaires, cette initiation-là aux nouvelles technologies. Parce que la technologie, elle ne fait pas que du bien. Oui. Il y a aussi, c'est-à-dire que l'autre revers aussi, il faut sensibiliser les jeunes que vous pouvez utiliser les technologies, c'est bien, vous devez maîtriser les technologies, mais sachez qu'il y a des risques qui sont liés à l'utilisation de ces technologies-là. Oui. Ne faites pas ça, ne faites pas ça, ne faites pas ça, ne faites pas ça. Et ça doit être intégré dans nos programmes de formation pour que les jeunes, dès le bas âge, qu'ils puissent déjà avoir une idée claire de ce que ces nouvelles technologies-là représentent. Et là aussi, ce qui est sûr que la CDP aussi fera un plaidoyer aussi dans ce sens-là. Moi, je vais vous donner une information, c'est par rapport à ce que vous venez de dire. Les gens ne s'arrêtent pas pour réfléchir sur le phénomène. Si, les gens s'arrêtent. Le SENPIX vient de sortir d'un atelier et le thème, c'était la presse traditionnelle face aux évolutions numériques. Donc, ils ont réfléchi pendant 3 jours là-dessus. Mais malheureusement, bon, c'est fait dans l'ombre. Peut-être qu'ils vont publier les conclusions. Ce serait très intéressant. Il faut de vraies études. Voilà. En fait. Ça va venir. Les gens toi, tu en sais quelque chose. Oui, c'est vrai. Les gens se réunissent. Hein. C'est vrai. Ils sont en train de travailler sur le sujet. Mais voilà. Que faut-il faire aujourd'hui? Ce qu'il faut faire, c'est très difficile de réguler le net. Même aux États-Unis, ils ne parviennent pas à mettre la main. Vous avez vu le cas de Snowden? Bien sûr. Et pourtant, il est entre 4 murs. Mais ça ne l'empêche pas d'agir. À chaque fois qu'il veut publier, il publie. À chaque fois qu'on bloque son site, il crée un autre site. Donc, ce n'est pas facile de réguler Internet. C'est très difficile. Mais au niveau des pays, ils peuvent agir. La loi est là. Mais moi, je crois que les gens ne vont pas au fond des choses. La photo de Mbathio, vous parlez de la photo de Mbathio. Moi, j'ai regardé la photo de Mbathio, mais ce que j'ai découvert, je ne sais pas si vous l'avez découvert. Moi, j'ai découvert que c'est un montage, un vulgaire montage. Peut-être que vous connaissez en montage, mais peut-être ce n'est pas le cas du commun des mortels. Vous avez de l'ombre. C'est une couleur différente avec le bas. C'est très simple. Donc là, je crois que ce n'est pas le rôle du CORED, ce n'est pas le rôle du CDP, mais c'est le rôle de la justice, de s'autosaisir de ce cas-là. Ce qui a été fait. Nous en revenons aux sites qui sont reconnus, qui ont publié ces photos ou en tout cas des enregistrements. Oui. Mais pour ces sites-là, le CORED ne devrait pas attendre la justice. Non. Pour ces sites-là, avant que le CORED n'agisse, appelle, agit. Malheureusement, il n'est pas là le représentant du CORED, mais il y a une commission qui est chargée uniquement que de cela, au sein du CORED même. Et je crois que des sites ont été des adhésions ont été radiées. Oui, il y en a un site qui a été... Voilà, que tout le monde connaît, qui poste. Voilà, donc. Mais bon. Les gens agissent, hein. Mais le CORED, non, toi tu parles de l'appel. Mais le CORED n'a rien fait et le CORED devait quand même agir sur ce coup-là. Non, le CORED, comme je vous le dis, le CORED s'autosaisit. Le CORED est saisi. Mais pourquoi une indignation sélective, là? Non, il n'y a pas une indignation sélective, Adama. Et vous en savez quelque chose. Hein? Le CORED va s'autosaisir sur ce cas. J'en suis sûr. Okay. Parce que, avant de s'autosaisir, il y a toute une procédure. Oui, c'est vrai. Il y a toute une procédure. On ne se lève pas et pour s'autosaisir sur une affaire où on n'a pas d'éléments. Donc, le moment venu, le CORED va s'autosaisir. Okay. Voilà. D'accord. Monsieur Sow, que faut-il faire aujourd'hui pour au moins, on va dire, atténuer les choses? Parce que, comme vous l'avez souligné, et vos co-débatteurs, on remarque que c'est comme un virus et que ça prend chaque jour. On n'a pas l'impression qu'on peut maîtriser ce qui se passe. Comment faire aujourd'hui pour, à notre niveau, pour ce qui est de la presse, pouvoir recadrer les choses? Bon, pour la presse, la clé se trouve à l'Assemblée nationale, entre les mains de Moustapha Diakhaté et des députés. Nous, depuis 2010, on a travaillé pour quand même qu'on régule ce secteur-là. On avait vu les prémices d'un monstre qui est en train de prendre forme. Et voilà, la tête a explosé sur tout le monde. Aujourd'hui, on doit faire face à nos responsabilités, tout simplement. Le secteur des médias n'est pas un secteur de non-droit. Que ce soit les médias, les nouveaux médias, les sites en ligne, la presse traditionnelle, les radios, les télés, c'est pareil. Le président de la République l'a dit, il a raison. Oui. C'est au Sénégal seulement, peut-être,
que vous voyez des responsables de contenu, ce que regardent les Sénégalais, vous voyez des responsables de contenu qui ne savent en rien de comment faire un contenu. Voilà ces gens-là. Donc tout leur travail professionnellement va être une série de dégâts. Les directeurs de programme, les chargés de contenu dans nos médias, que ce soit en ligne ou ailleurs, c'est un vrai problème. Mais personne n'en parle parce qu'ici on personnalise les choses. Deuxième chose, moi j'ai plus peur que si on ne régule pas, la régulation au Sénégal elle est très faible. Le CNRA, je l'ai dit, les gens s'étaient fâchés. Le CNRA n'a pas les moyens de sa mission. Le CNRA ne régule pas, c'est comme le CORED. Ils n'ont pas d'impérium. Leur pouvoir, on doit leur donner de vrais moyens, un vrai pouvoir. Il faut qu'ils jouent le rôle de gendarme. Qu'ils ne veulent pas jouer, il faut qu'ils prennent le bâton, qu'ils tapent sur moi, qu'ils tapent sur tout le monde, tous les gens qui sont à la dérive. Il faut arriver à ce niveau, à ce point. Et deuxièmement, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit anticiper. Le Sénégal n'anticipe pas sur les tendances lourdes. Nous sommes sur un phénomène qui est en train d'être clos. il y a deux autres phénomènes, deux autres petites révolutions qui arrivent derrière, qui vont non seulement mettre notre tête sous l'eau, mais qui vont complètement nous faire disparaître. C'est l'intelligence artificielle et les objets connectés. La troisième génération d'Internet, c'est de quoi je parle. Ça, c'est arrivé, ça va mettre tout ce qu'on dit là, la presse en ligne, bientôt ça va être de l'histoire ancienne, honnêtement. Donc, une société, elle se régule, mais elle anticipe sur les tendances lourdes sociétales. Avec la 4G, ça risque de ne pas être... Oui, mais il nous faut au Sénégal une masse critique de Sénégalais. Mais les Sénégalais sont hyper doués. Il faut que des filles et des garçons soient formés à bonne école pour éclairer, pour jouer un rôle de torche pour cette société. Sans cela, on aura un pays qui n'en sera plus d'ici quelques années, malheureusement. Parce que ce qu'on dit là, c'est juste à l'échelle 10, le tiers des problèmes. Avec le IA qui arrive, l'intelligence artificielle et les objets connectés, la réalité augmentée, ce n'est plus, on ne parlera plus de site internet, franchement. Ça va être encore plus compliqué pour tout le monde. Alors, le vote de la loi qui tarde toujours, l'adoption, on va dire, du code de la presse, est-ce que vous pensez que cela facilitera au moins les choses au CORED, puisque apparemment vous ne disposez pas de moyens juridiques qui vous permettent de pouvoir trancher ou prendre des décisions? Je le répète encore une fois, le CORED n'est pas une institution judiciaire. Oui, le code de la presse règle le problème. Donc nous appelons encore une fois au vote du code de la presse. Il faut que ce code soit voté pour au moins réguler ce secteur qui est parti vers des cieux incertains. Donc ça, c'est important. Donc nous lançons encore une fois un appel à toute la chaîne, aux députés, au président de la République. Encore une fois, nous lançons l'appel pour qu'il vote ce code de la presse, pour le bien de tout le monde. Monsieur Fall, votre dernier mot. Voilà, mon dernier mot, c'est d'abord un mot de remerciement à l'endroit de la DTV pour nous avoir donné cette opportunité aujourd'hui de participer à ce débat et dire au-delà, bien sûr, des dispositions légales, réglementaires, en fait, qui entourent la protection des données personnelles. La CDP aussi met l'accent surtout sur la formation et la sensibilisation. Cette révolution numérique-là, elle est indispensable aussi pour le développement de nos pays. Ça aussi, il faut qu'on le dise. Il y a beaucoup d'enjeux derrière, en fait, les technologies de l'information et de la communication. Aujourd'hui, dans le plan Sénégal émergent, presque tous les programmes sont adossés sur les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Donc, on ne peut pas se dérober, en fait, de ces nouvelles technologies de l'information. Mais ce qu'on doit faire, c'est-à-dire qu'on doit mettre en place, harmoniser d'abord, c'est-à-dire que nos forces. Parce qu'au Sénégal aussi, ça, c'est un véritable problème. Les gens ont du mal à harmoniser parfois leur position concernant une situation donnée. Pour lutter contre les dérives, c'est-à-dire qu'on constate sur le net, sur le numérique, c'est-à-dire que sur
la sphère, l'écosystème numérique d'une manière générale. Il faut que tous les acteurs acceptent de se parler et de parler aussi le même langage. Adopter aussi, c'est-à-dire que la même posture, développer les mêmes stratégies, se fixer les mêmes objectifs et se doter les mêmes moyens pour atteindre ces objectifs-là. Mais si chacun se met à son côté et il se croit à lui seul, il peut régler le problème, il se trompe. Donc il faut vraiment une synergie, c'est-à-dire que des actions. Il faut que tous les acteurs se mettent autour d'une table, qu'on comprenne et qu'on prenne conscience que cette révolution numérique-là, elle est indispensable pour le développement de nos pays, mais aussi il y a des risques qui accompagnent cette révolution numérique et ces risques-là doivent être maîtrisés. Ces risques doivent être réduits à leur niveau le plus bas. Ça, ce n'est pas le travail d'une personne, ce n'est pas le travail de deux personnes, c'est le travail de tout le monde. Merci. Et là, la CDP, en tout cas, elle est prête, c'est-à-dire à collaborer avec tous les acteurs du système, c'est-à-dire pour que les gens puissent instaurer au Sénégal une véritable culture de protection de leurs données personnelles et de leur vie privée, c'est-à-dire que sur Internet, avec l'évolution des technologies. Merci, M. Sékou Fall. Je rappelle que vous êtes le directeur des systèmes d'information et de contrôle de la CDP. Juste à côté de vous, M. Massamba Mbaye du CORED, merci à vous d'avoir été avec nous sur ce plateau. Merci. Et M. Adama Sow, qui est journaliste, merci également d'être venu. Merci. C'est la fin de ce débat de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Vendredi prochain, un autre numéro. Restez en compagnie de nos programmes.